Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Clément. Bonjour. Salut, enchanté. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on discute de médias et de la place de l'écologie dans les médias. On a beaucoup de sujets actuellement dans les infos, entre la guerre en Ukraine, les présidentielles, le Covid qui, lui, semble s'être un peu volatilisé depuis 2 semaines, mais il est encore dans les bacs. On a le deuxième volet du rapport numéro 6 du GIEC qui est sorti hier, lundi. Du coup, on enregistre le 1er mars 2022 pour ceux qui nous écoutent un peu plus tard. Et du coup, ça semble compliqué d'avoir une place suffisante pour ces sujets qui semblent un peu moins pressants. Et la deuxième chose que je voulais aborder aujourd'hui, dont je souhaitais parler, c'était le pouvoir des médias sur les points de vue qu'on se crée, la désinformation, notamment en termes de greenwashing ou d'espoir autour de technologies, etc. Et donc voilà, Clément de You Matter, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais. Je m'appelle Clément Fournier, j'ai 31 ans et je suis rédacteur en chef d'un média qui s'appelle You Matter et qui est un média spécialisé sur les enjeux de la transition écologique et sociale au sens large, c'est-à-dire on va parler d'écologie, on va parler d'inégalité, de justice sociale, on va parler d'évolution des territoires, de technologie, de santé, d'éducation. Donc vraiment la transition écologique et sociale au sens qu'on peut lui donner de plus large. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions pendant mes études, d'abord sous l'aspect culturel et social, en m'intéressant à des populations défavorisées ou à des groupes culturels. Parce que j'ai fait pas mal d'anthropologie quand j'étais étudiant. Et je me suis rendu compte en étudiant ces groupes sociaux-là que non seulement ils vivaient des formes de domination, des inégalités, qu'ils étaient soumis à des structures qui parfois rendaient leur épanouissement compliqué, et qu'à la fois ils étaient aussi soumis à des dégradations environnementales et toutes les pressions dont on entend parler aujourd'hui avec le réchauffement climatique, la crise de la biodiversité. C'est souvent ces populations-là qui les subissent en premier. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là pendant mes études. J'ai fait ensuite des masters un peu spécialisés sur ces questions-là. Et en 2015, à la fin de mes études, du coup, j'ai rejoint un média qui s'appelle aujourd'hui You Matter et qui traite de ces questions pour en définir la ligne éditoriale et en écrire les contenus. Et donc, ça fait pas mal d'années maintenant, donc du coup depuis 2015, que j'écris au quotidien sur tous ces enjeux-là. Réchauffement climatique, crise de la biodiversité, épuisement des ressources, inégalité sociale, économique, éducation, santé, voilà. Ok, super intéressant. Alors du coup, sous quelle forme ça se présente ? C'est type blog ? Est-ce que vous avez un média vidéo ou est-ce que c'est du contenu écrit seulement ou... Alors You Matter, c'est une boîte qui a été créée en 2009 par Pierre-Yves Sanchis, avec pas forcément un projet hyper précis en tête en termes de ce qu'on allait faire concrètement, mais avec un objectif qui était de se dire il y a plein de changements qui sont en train de commencer à émerger dans la société en lien avec les problématiques écologiques et sociales, mais on ne sait pas toujours par où commencer, par où les prendre, comment les faire ces changements. Et donc Pierre-Yves Sanchis à l'époque s'est dit comment est-ce que moi je peux contribuer à informer les gens, à former les gens, à les accompagner sur ces questions-là pour faire émerger une volonté collective d'aller vers une société plus écologique, plus sociale. Donc le projet n'a pas forcément été extrêmement bien défini au début, puisque c'est le propre de toutes les petites entreprises de tâtonner un peu, de procéder par itération pour trouver son modèle. Et on est arrivé au fur et à mesure il est arrivé avec les autres salariés qui sont passés dans la boîte à cette idée que c'est peut-être par un média et par d'autres formes d'information qu'on pourrait arriver à faire émerger ce changement-là. Et donc, au cours des années 2010, l'idée a émergé de lancer au départ ce qui était un blog en fait où Pierre-Yves essentiellement et puis Marine qui travaillait avec lui, ma collègue, alimenter le blog en fait d'informations en lien avec la transition écologique et sociale, en lien avec ce qu'on appelait aussi la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et moi donc je suis arrivé en 2015 dans cette entreprise qui se cherchait encore un peu, avec pour mission d'alimenter ce blog-là en fait. Et ce blog qui est progressivement devenu un média au fur et à mesure de nos réflexions. Et donc c'est un média qui est 100% en ligne, qui est aujourd'hui essentiellement écrit, et sur lequel on a pour ambition de donner de l'information nuancée, fiable,
sur tous les grands enjeux de notre société qui vont du coup du réchauffement climatique à la crise sociale, à l'éducation, à la santé, comme j'ai déjà dit. Et voilà, notre objectif, c'est pas d'être un média généraliste comme on peut en lire dans l'actu en général, un Le Monde, un Le Figaro, un Libération. Nous, on ne traite pas des sujets d'actualité brûlante, on ne va pas titrer sur un événement précis ou un autre, on ne fait pas des dizaines d'articles par jour sur ces sujets-là. Notre ambition, c'est de faire un contenu qui soit pédagogique, c'est-à-dire qui permette à un citoyen de se faire une opinion assez précise et assez nuancée sur plein de sujets différents. Mais voilà, en prenant le temps de le faire, en prenant le temps de creuser bien les sujets, voilà, comme on pourrait le faire si on avait envie, quelque part, soi-même de peut-être faire un exposé sur un sujet. Voilà, nous, c'est un peu notre façon de faire en interne, c'est qu'on essaie vraiment de donner de l'information qui permette à quelqu'un qui connaît peut-être rien au sujet au départ de se construire une base de connaissances sur le sujet et peut-être après, une fois qu'il a cette base de connaissances, influencer sa vie en tant que professionnel, en tant que salarié, en tant que consommateur, en tant que citoyen, pour que peut-être on crée un mouvement qui permette de faire émerger des changements dans la société. Et notre vocation, c'est que la société s'améliore sur les plans écologiques et sociaux, notamment. Et donc voilà, c'est donc un média plutôt écrit, mais pas un média au sens classique où on l'entendrait comme un grand média qui traiterait de tous les sujets en même temps et tous les jours et sans s'arrêter dans une espèce de course à l'info. Nous, on a envie de prendre un peu de recul là-dessus. Justement, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette course à l'info? Aujourd'hui, un grand média, en fait, il est quasiment obligé de faire ça s'il veut survivre, tout simplement s'il veut être rentable. Toi, ce que tu annonces, c'est, en fait, ça a l'air d'être le média parfait, mais comment est-ce qu'on fait pour être rentable avec un média pareil? Comment est-ce qu'on fait juste pour le faire vivre, quoi? En fait, moi, je dirais pas qu'il y a de médias parfaits parce que les grands médias, c'est très à la mode de dire que les médias sont tous pourris. Le terme à la mode, c'est même les merdias maintenant. Je connaissais pas. Ouais, si, c'est assez, on entend ça pas mal. Les grands médias, ils ont leurs vertus et ils sont utiles à la société. Moi, j'ai aucune envie d'aller d'aller ni les critiquer, ni d'aller les concurrencer, ni d'aller sur leur plate-bande. C'est hyper important d'avoir des médias qui nous informent sur tous les sujets brûlants, qui nous disent ce qui se passe, qui nous donnent l'info, même en temps réel. Alors, on a beaucoup critiqué aussi les chaînes d'info en temps réel, mais elles ont une utilité quand même. Et je pense qu'elles permettent aussi aux gens de palper l'info d'une certaine façon. Et nous, notre ambition, c'est de permettre aux gens de palper l'info un peu d'une autre façon, c'est-à-dire d'être un complément en fait aux médias qui existent déjà. Et effectivement, c'est très compliqué de faire ça dans un média, de prendre le temps de creuser des sujets, de se dire, moi, je vais pas publier 5 articles par jour, 10 articles par jour, 20, 100 articles par jour. Je vais pas forcément chercher à avoir une audience qui se compte en millions de lecteurs. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vivre un média, c'est son audience. Donc, c'est son audience parce que soit ils prennent des abonnements, soit parce qu'ils regardent des publicités qui sont sur le site du média. Donc, le modèle économique des médias aujourd'hui, c'est d'avoir des grosses audiences. Et donc, pour faire avoir des grosses audiences, un média, c'est obligé de traiter de tous les sujets et de les traiter le plus vite possible, d'être un peu les premiers sur l'info. Nous, notre particularité, c'est qu'on a décidé que notre média, on allait le financer autrement. Pour dire les choses clairement, notre média nous rapporte pas d'argent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pub. D'accord, ok. Notre média, il est entièrement gratuit. Et ce qui nous fait vivre, c'est qu'à côté du média, on a d'autres activités. Notamment, on est un organisme de formation, c'est-à-dire que on se rémunère en trouvant des clients qui ont envie de se former sur les différents enjeux que nous on connaît bien parce qu'on les traite au quotidien, donc le climat, la biodiversité, tous ces sujets-là. Type fresque du climat, comme l'épisode qu'on a fait avec Cédric Greenblatt il y a 15 jours. Ouais, exactement. Les fresques du climat, nous on connaît assez bien Cédric puisqu'on travaille avec lui depuis des années. Et c'est effectivement le type de prestations que nous on peut faire. Et bien d'autres en fait, c'est-à-dire que on essaye de trouver comme je disais, des gens qui ont envie de se former à ces sujets-là, et nous en fait on a l'info parce qu'on passe depuis moi maintenant personnellement 7 ans l'essentiel de nos journées à la chercher, l'information, et à la traiter pour la synthétiser et la rendre accessible. Et donc, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises en fait qui ont ce besoin-là. Elles ont ce besoin-là parce que leurs activités sont en train de changer et qu'elles ont besoin de s'adapter à un nouveau contexte où le réchauffement climatique ou la crise des ressources, ça va les affecter. Elles en ont besoin parce que leurs salariés leur réclament aussi d'être mieux informés sur ces sujets-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le collectif pour un réveil écologique, mais c'est un groupe d'étudiants, notamment présents dans plein de grandes écoles, qui ont dit, je crois que c'était en 2018, ils ont lancé un manifeste où ils ont dit, nous, on ne travaillera plus pour des boîtes qui ne sont pas engagées pour la transition écologique et sociale.
aujourd'hui, c'est une revendication qui monte dans pas mal de boîtes, de se dire, moi j'ai envie que mon travail il ait un sens et j'ai envie de savoir comment, à titre professionnel, je peux contribuer à la transition écologique et sociale. Mais pour ça, j'ai besoin de me former parce qu'en fait, j'y connais rien. Et aujourd'hui, on a plein de boîtes voilà, qui ont envie de se former là-dessus. Donc nous, on fait ça. On va dans des entreprises et on dispense de l'info, on dispense des formations sur les sujets en lien avec la transition écologique et sociale, avec l'énergie, en lien avec le réchauffement climatique, etc. Et c'est ça qui nous rapporte de l'argent. Et le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on reverse à peu près 10% du chiffre d'affaires qu'on dégage sur ces activités-là à notre activité de média qu'on considère être d'intérêt général parce qu'on considère que l'information qu'on donne à nos clients, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi la donner à nos lecteurs qui ont envie de la trouver sur Internet? Donc voilà, c'est un modèle de financement qui est un peu différent et qui nous impose d'avoir une partie de notre équipe qui est dédiée à faire de la formation. Hein. Lucie, Charles et Léonore, voilà, qui vont sûrement écouter le podcast, travaillent au quotidien sur ça, de faire ces formations. On a besoin aussi d'avoir des commerciaux, Mélanie, Pierre-Yves, qui travaillent pour nous amener des clients qui ont envie de se former, pour dégager de l'argent, pour financer notre média. Voilà, et on a Capucine aussi, une de nos collègues qui travaille avec des associations pour les faire évoluer, monter en compétences sur ces sujets. Et tout ça, ça nous permet de dégager de l'argent. Et avec cet argent, on a une équipe de rédaction. Aujourd'hui, c'est principalement moi, avec d'autres, Valentine, voilà, je ne vais pas citer tout le monde, mais De toute façon, tous ceux qui sont cités, ils ont obligation de partager le contenu après. Ouais, ils ont obligation. Et puis, et surtout, voilà, je pense que c'est important. Voilà, nous on a cette idée qu'on est une petite équipe, on est une entreprise à taille humaine et le service qu'on veut rendre à la société, il est aussi à taille humaine. Et donc, c'est pour ça que cette information, on veut qu'elle soit libre, gratuite, accessible à tous. Et l'argent qu'on récolte avec nos activités nous permet de faire ça et nous permet de prendre le temps de se dire, mais en fait, c'est pas très grave si moi je passe plusieurs dizaines d'heures à bosser un sujet avant de faire un article dessus. C'est pas très grave si le rapport du GIEC il est sorti hier et que j'ai pas écrit d'article dessus parce qu'en fait, le rapport du GIEC il fait 3600 pages. Le résumé pour les décideurs il fait plus de 100 pages et le résumé pour le grand public il en fait 30. Si je veux vraiment avoir une vue d'ensemble de ce sujet, il va falloir que je lise. Alors, je dirais pas les 3600 pages, je peux vous mentir. Hein, au moins les 95 pages du résumé technique. Voilà, je vais lire ça, je vais me plonger un petit peu dans le rapport complet pour essayer d'avoir quelques chiffres clés. Je suis obligé de faire ça si je veux avoir une approche qui soit vraiment précise du sujet et si je veux donner un article qui soit pas celui qu'on pourra trouver n'importe où dans tous les grands médias. Parce que ça, il y a déjà des mecs qui font très bien le travail, en fait, d'aller lire un résumé et d'aller le rendre accessible dans des mots simples. J'ai aucun intérêt, moi, à aller refaire cet article-là qui va déjà être fait par plein d'autres médias. Et donc, moi, mon idée, c'est que je vais essayer de le lire, ce rapport, et de voir quelles informations qui n'ont pas forcément été traitées ailleurs et qui sont importantes, je peux avoir envie de donner. Et voilà, donc nous, on a le temps de faire ça, et c'est des choses que les autres médias n'ont pas forcément le temps pour des contraintes notamment économiques, et pour d'autres raisons aussi, hein, on va pas se mentir, le métier de journaliste, il est compliqué, et c'est assez rare de trouver des journalistes qui soient très bien formés au sujet écologique. Moi, j'ai pas de formation de journaliste à l'origine, j'ai des formations en sciences sociales et en ingénierie de l'environnement, donc j'ai des formations qui m'ont permis de couvrir en surface un petit peu des sujets en lien avec la transition écologique et sociale, mais ce qui m'a permis de me former, c'est surtout le travail qu'on fait au quotidien de creuser tous ces sujets-là. Et la plupart des journalistes, ils n'ont pas le temps de faire ça, ils n'ont pas la formation initiale pour le faire, et ils ont ces contraintes d'audience que nous, on n'a pas ou qu'on a moins. Et voilà, donc tout ça, ça nous permet aujourd'hui d'être un média qui prend un peu plus ce temps d'aller sur ces sujets-là. Ok, bah effectivement, tu as pris un peu d'avance sur une question que je voulais te poser qui était autour de la construction de tes articles. En gros, combien de temps est-ce que ça te prend? Quelle est la formation que tu dois faire? Avec qui est-ce que tu dois parler? Là, on a parlé un petit peu du coup du résumé que tu vas faire peut-être du rapport numéro 2 du cycle 6 du GIEC. Donc, comment est-ce que tu t'informes? Et est-ce que aussi, d'un point de vue un peu plus macro, est-ce qu'on peut revenir à un journalisme de recherche où on passe plus de temps à se former pour comprendre plutôt que devoir publier 3 articles par semaine, en gros? Alors, combien de temps je prends pour rédiger un article? Pour répondre à la première partie de la question, c'est hyper variable parce que ça dépend profondément des sujets. Voilà, je disais un rapport du GIEC, un rapport d'un groupe du GIEC, donc là c'est le groupe 2, effectivement, ça prend du temps à lire, mais c'est pas forcément ces sujets-là qui vont prendre le plus de temps. Le plus de temps, c'est sur un sujet où tu te dis: «J'ai une question qui trotte dans ma tête ou que quelqu'un m'a posée» et je me dis: «C'est vrai que cette question, elle est importante pour l'évolution de nos sociétés, pour, du point de vue écologique, social ou autre et je sais pas comment répondre à cette question». Alors, par exemple, une question qu'on m'a posée pas mal de fois ces derniers temps, c'est, OK, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies vertes, peut-être ça émet moins de CO2, mais quid des matériaux qu'on utilise pour construire des éoliennes, pour produire des voitures électriques?
Ouais, Et grande question. ça, c'est un sujet. Moi, je suis pas spécialiste du tout du sujet. J'ai fait un peu de géologie quand j'étais à l'école des mines dans mon master sur l'environnement, mais je connais pas spécialement la question des matériaux. J'ai beaucoup plus dans le passé de mon activité chez YouMatter bossé les sujets climat, biodiversité, parce que c'est les sujets qui intéressent le plus les gens et qui sont qui apparaissent le plus urgemment dans l'actualité environnementale. Mais le sujet des ressources, je le connais pas bien. Donc, avant d'aller répondre à cette question et de me dire je vais faire un article sur le lithium ou sur le cobalt, faut que je comprenne un peu les enjeux. Mm. Donc comprendre les enjeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire défricher le sujet. Il y a plein d'infos qu'on peut trouver sur Internet, mais il y a énormément d'infos qui sont fausses, biaisées, partielles. Et donc, il faut que j'arrive à trouver la bonne info. Alors moi, la bonne info, il y a il y a plein de critères pour définir une bonne et une mauvaise info, mais moi, le critère principal que j'utilise, c'est est-ce que cette info, elle a été construite en suivant ce qu'on appelle les règles du processus scientifique? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui publient cette info, ils ont pris le temps d'avoir une méthodologie claire, qui est disponible, qui est transparente? Est-ce que les résultats de leurs travaux, ils ont été discutés par d'autres gens compétents, d'autres gens que eux-mêmes ou les gens de leur laboratoire? Donc en fait, je vais regarder ce que publient les scientifiques sur un sujet et ce que publient les scientifiques qui respectent ce qu'on appelle la méthode de la revue par les pairs. Et voilà, essayer de trouver des informations scientifiques qui soient fiables, etc. Et ça, il y en a aussi plein des informations sur plein de sujets, donc il faut prendre le temps voilà, de les trier, de les comparer, de faire le tri, de les synthétiser. Alors j'ai fait ce travail là récemment sur le sujet des ressources naturelles, et en vrai, j'ai essayé de compter mon temps, j'ai passé à peu près 60 heures à lire des études, à les comparer, et j'ai encore rien écrit. C'est-à-dire que le travail en amont de cette recherche d'infos, c'est déjà 60 heures et j'ai écrit aucun article. Alors après, avec l'information que j'ai trouvée, je vais pouvoir en écrire plusieurs, peut-être 3, 4, 5, peut-être plus. Mais il va falloir que je commence à les écrire, donc il va falloir que je me replonge dans les documents, que je trouve des sources à citer. Donc en vrai, ça peut prendre vraiment énormément de temps d'écrire un article. Il y a des articles qui sont beaucoup plus rapides. Par exemple, décrypter un rapport comme celui du GIEC. En vrai, quand on a une synthèse de 30 ou de 100 pages, on la lit, on lit un sommaire, on lit les principales conclusions. C'est un sujet qu'on connaît déjà bien parce qu'en fait, on les traite régulièrement, les rapports du GIEC. Donc, on peut le traiter assez vite. Mais en vrai, c'est hyper variable et ça dépend aussi de la connaissance que j'ai du sujet. C'est-à-dire que là, les ressources naturelles, je partais quasiment de zéro. Je te conseille du coup le bouquin de Guillaume Pitron sur la guerre des terres rares. Ouais, c'est quelqu'un voilà, justement, qui s'est vachement investi sur ces sujets-là et qui a contribué à beaucoup médiatiser le sujet et qui est assez intéressant. Et voilà, ça permet de commencer à rentrer dans la porte du sujet. Et après, on se rend compte qu'il y a plein d'études qui disent des choses parfois un peu contradictoires sur le sujet. Combien de lithium il y a sur Terre, on n'est pas trop sûr. Combien de cuivre, de cobalt. Enfin, il y a plein de choses à savoir sur ces sujets-là. Et voilà, donc je vais pouvoir écrire des articles, mais ça va me prendre pas mal de temps. Et ça, c'est effectivement un temps que moi, je peux prendre parce que notre média, il a ce modèle particulier, mais que tous les journalistes sont pas en capacité de prendre. Alors la question, est-ce qu'on peut revenir à un journalisme de recherche qui prend ce temps-là? J'ai envie de dire oui, parce que j'ai envie d'être positif et de mettre un peu d'espoir dans le truc. Mais en vrai, si on veut vraiment faire ça, il faut changer la façon dont les médias sont financés. Il faut qu'on arrive à considérer que l'activité d'information, enfin l'activité d'informer, c'est une activité d'intérêt général. Et comme on considère aujourd'hui que éduquer les enfants, c'est une activité d'intérêt général, elle est financée en grande partie par le public. On trouve ça normal voilà, que collectivement on finance cette mission d'intérêt général. Aujourd'hui, on finance en grande partie les médias, mais ils sont obligés de se financer par d'autres moyens qui sont privés, et donc d'avoir cette espèce de course permanente à l'audience, à la performance, qui fait qu'ils ont ces travers-là d'être dans une posture d'aller toujours plus vite, etc. Et si on veut vraiment pouvoir prendre le temps, il faut trouver des financements alternatifs pour les médias, des financements qui leur permettent de prendre ce temps-là. Il y a des médias qui y arrivent grâce à l'abonnement. Ils arrivent à se constituer une base de lecteurs qui sont prêts à payer pour cette information-là, et en les payant, ils leur donnent les moyens et le temps de prendre de pouvoir faire ce travail correctement. C'est ce que vous avez envisagé ça ou pas sur YouMatter, ou jamais? Alors nous, on l'a jamais envisagé. Enfin, on l'a envisagé. Si, on l'a envisagé, c'est-à-dire qu'on en a discuté en interne. Moi, personnellement, c'est un modèle qui me convient pas, parce que je considère que l'information, elle doit être gratuite. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me dire que potentiellement un étudiant qui galère déjà à boucler ses fins de mois et qui a envie d'en apprendre plus sur le sujet, il devra payer 10 ou 15 balles par mois pour après, il y a plein de modèles où je sais que Le Monde, ils ont des accès étudiants qui sont avec des énormes réductions, ou pareil, des accès pour les personnes
sans emploi, où il y a plein de façons de le faire aussi, hein. Ouais, non, mais bien sûr, il y a toujours des façons, mais en fait, le principal frein à la bonne information, enfin à notre propre bonne information, c'est les difficultés d'accès qu'on a à cette information. Et donc, il y a pas mal de gens qui pourraient ou voudraient être mieux informés sur des sujets, mais qui le font pas parce que ils savent pas comment y C'est une barrière, accéder. ouais, c'est sûr. Et ça, c'est une barrière en plus. Parfois, rien que de devoir faire la démarche de se créer un compte, c'est déjà une barrière en Mm. soi pour certaines personnes. Et moi, j'ai envie qu'elle soit le plus libre et le plus accessible possible, l'information qu'on produit. Donc le modèle payant, c'est vrai qu'on l'a envisagé, et aujourd'hui on a décidé de ne pas le faire. Et voilà, ça nous pose toujours des questions parce que la viabilité d'un média, c'est surtout sa capacité à se financer parce on aime tous bien être payés, avoir des salaires dans l'équipe. Et voilà, donc c'est une question qu'on se pose tout le temps, et la réponse qu'on apporte à cette question aujourd'hui, elle sera peut-être pas la même demain selon comment évolue le contexte de notre entreprise. Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser. Après, nous, on a un mécanisme, comme on est un média de presse indépendante, ceux qui veulent nous financer peuvent déjà le faire en faisant un don à un dispositif qui s'appelle J'aime l'info, qui est déductible des impôts et qui permet à un citoyen qui aurait envie de contribuer à notre ligne éditoriale de dire je vais vous donner je sais pas, X euros une fois ou X euros tous les mois. D'accord, ok, je connais pas. Voilà, c'est un dispositif qui est assez peu connu, voilà, que certains médias utilisent aujourd'hui pour se financer, mais il y en a d'autres qui utilisent des techniques alternatives, les Tipeee, Mm. voilà, les plateformes de dons participatifs. Voilà. Nous, ça nous rapporte vraiment pas d'argent. Enfin, ça nous rapporte un petit peu d'argent, mais d'ailleurs, merci à tous les donateurs qui contribuent à la ligne éditoriale de YouMatter. Mais voilà, c'est clairement pas ce qui représente la grosse partie de notre chiffre d'affaires, et c'est pas ce qui nous permet de vivre et d'exister aujourd'hui. Ce qui nous permet d'exister, c'est nos activités qu'on a en parallèle de formation. Et voilà. Donc, est-ce qu'on peut revenir à ce journalisme-là? Ben, si on arrive à trouver justement ces méthodes de financement qui permettent de retrouver le temps, de retrouver la volonté d'écrire des articles fouillés où on prend le temps de creuser les sujets, oui. Mais sauf que voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre, malheureusement, hein, j'ai envie de dire Mm. malheureusement parce que souvent, c'est ce qui, entre guillemets, pervertit un petit peu l'émission d'intérêt général comme l'information. Mais Et alors, voilà. dans le cas où vous avez réussi cette mission-là, ok, donc on arrive à faire de l'info plus détaillée. Tu penses que les gens sont prêts aujourd'hui à lire du contenu beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé? En fait, moi, j'ai publié du coup sur LinkedIn un post un peu long hier pour présenter en gros la publication du GIEC, et j'ai eu plusieurs réponses. C'était too long, didn't read. Ouais. Et en fait, je me dis, mais si même ça, les gens n'ont pas envie de le lire, comment est-ce qu'un article qui détaille un peu plus, avec des graphiques, avec des conclusions un peu plus chiadées sur les résultats du GIEC, est-ce que les gens ont vraiment envie de lire ça aujourd'hui, quoi? Alors, j'ai envie de répondre oui et non. Oui, parce que je pense que la majorité des gens, en fait, ils trouvent ça enrichissant et épanouissant d'en apprendre plus sur des sujets, de sentir qu'ils peuvent s'impliquer, de sentir voilà, que l'information qu'ils reçoivent, elle a du sens, qu'elle est nuancée, qu'elle permet aussi de se donner des clés pour agir dans sa vie professionnelle, dans sa vie de consommateur, de citoyen. Et je pense qu'une fois qu'on a mis le doigt un petit peu dans ce côté mieux s'informer, prendre le temps, etc., c'est assez épanouissant, c'est assez enrichissant à titre personnel. Après, non, parce que effectivement, on a tous des vies compliquées, bien remplies, avec des injonctions au taf, des injonctions en tant que consommateur. Parfois, enfin, voilà, on le dira jamais assez, mais on a 9 millions de pauvres en France, 50% de la population gagne moins de 1800 ou 1900 euros par mois et a parfois du mal à boucler ses fins de mois. Clairement, pour des personnes qui ont déjà plein de soucis dans la vie, financiers, de santé ou autres, prendre 1 heure par jour pour s'informer et lire sur des sujets comme la transition écologique, on va pas se mentir, c'est pas la priorité. Quand on doit s'occuper de ses enfants, quand on a une galère à la maison, c'est pas forcément le truc auquel on pense. Et il faut dire aussi qu'on a tous envie, quand on rentre chez soi, après une journée de boulot, de se poser devant un truc qui repose un peu la tête et qui te rajoute pas du stress, ou parce que parfois ça peut être stressant, hein, les infos sur la transition écologique, qui te rajoute pas du stress ou qui te demande pas de réfléchir. Donc en ce sens-là, on n'est pas dans des conditions idéales pour se dire tous collectivement, je vais prendre le temps de mieux m'informer, je vais prendre le temps de rechercher cette info-là. Après, c'est une hygiène en fait, l'information. C'est une hygiène de vie, un peu comme le sport.
Le sport, quand on s'y met au tout début, en fait, c'est un effort, c'est chiant, personne n'a envie de se lever le matin pour aller faire 1 heure de sport, pour faire, ses étirements. En fait, quand on commence à mettre le doigt dedans, on se rend compte que ça a plein de co-bénéfices. C'est-à-dire qu'on se sent mieux dans son corps, on a moins mal au dos, éventuellement on perd un peu de poids si on en avait un peu trop, nos marqueurs de santé s'améliorent et finalement ça devient quelque chose qu'on aime faire et qu'on pratique avec assiduité. La plupart des gens qui se mettent au sport finissent par dire ça, qu'ils peuvent plus trop s'en passer, que ça participe à leur hygiène de vie. Et l'information, je trouve que c'est un petit peu la même chose et je connais pas mal de gens, moi compris, qui après avoir mis le doigt dans l'engrenage, essaient de dire en fait, j'ai envie de reprendre un peu le contrôle de mon information, de pas être passif par rapport à cette information standardisée que je reçois tous les jours par les mêmes médias, dans les mêmes formats, selon les mêmes canaux. Je vais essayer d'aller chercher des choses un peu plus enrichissantes, un petit peu différentes, qui vont permettre d'avoir un regard un peu plus spécifique sur certaines problématiques et qui vont peut-être me donner des clés d'action. Ce déclencheur-là, en fait, il est assez positif et on se retrouve à se dire ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est agréable de lire des articles qui sont un peu plus fouillés que d'habitude. C'est agréable de ne pas s'arrêter à la vidéo de 2 minutes 30 qui circule sur mon feed sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je suis moins en surface et je suis plus dans la profondeur de l'information et de la problématique que je regarde. Donc voilà, c'est oui et non. C'est à la fois c'est quelque chose de positif et à la fois c'est très difficile de s'y mettre et on n'a pas les conditions idéales pour s'y mettre aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel où on est un peu débordé d'infos entre les différents sujets, Covid, guerre en Ukraine, transition écologique et sociale, réchauffement climatique, élection présidentielle. Voilà, ça impose de prendre un petit peu de recul et de se dire oula, attends, stop, on prend une pause et qu'est-ce que j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui m'intéresse aussi, sur quoi j'ai envie d'agir. C'est toutes ces questions-là qui sont en jeu. Donc voilà, c'est pas facile, mais je pense que les gens, moi je suis pas partisan de trop de prendre les gens pour des idiots quand même. Je pense que la plupart des gens ils ont envie de s'enrichir intellectuellement et tout le monde a envie de ça en fait, je pense. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.